Derniers efforts diplomatiques à Vienne pour tenter de parvenir à un accord avec l'Iran sur le dossier du nucléaire avant la date butoir prévue pour expirer demain soir. Mais un fossé subsiste et l'on pourrait s'orienter vers une prolongation de la période de négociation. Élection présidentielle en Tunisie, la première depuis la chute de l'ancien président Ben Ali lors du printemps arabe en 2011. Ce soir, le camp laïque affirme que son candidat arriverait en tête, mais un deuxième tour est probable. Séance de Conseil des ministres houleuse aujourd'hui à Jérusalem avec Benjamin Netanyahou qui a fait adopter son projet de loi controversé sur l'État-nation du peuple juif. La coalition menacée d'éclatement ce soir. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Ce sont donc les dernières heures, théoriquement, d'un marathon entamé il y a près de 10 ans, celui du dossier du nucléaire iranien. Comment faire pour s'assurer que l'Iran ne cherche à se doter de l'arme atomique? C'est l'objet des discussions diplomatiques qui ont lieu à Vienne ce soir de très haut niveau avec John Kerry, vous le voyez à l'image, Al-Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov qui est arrivé lui aussi ce soir. Dernière discussion donc, mais probable échec. En tout cas, les dernières informations font état d'une possible prolongation de cette période de discussion, peut-être de quelques mois, voire d'un an. On va en parler avec Alex Greenberg qui est là. Bonsoir, vous êtes chercheur à IDC, le centre interdisciplinaire de Herzliya et spécialiste de l'Iran. Ali Waked également est avec nous, expert pour le monde arabe et musulman, vous aussi spécialiste du dossier iranien. On retrouvera d'ailleurs nos envoyés spéciaux à Vienne dans un instant avec Mathias Inbar et Tal Shalev qui sont sur place et qui nous donneront les toutes dernières informations en compagnie également de Nadine Abed. Et puis donc les toutes dernières informations, tous derniers efforts diplomatiques qui se poursuivent ce soir. We're working hard. We hope we're making careful progress, but we have big gaps. עדיף שלא יהיה הסכם כלל מאשר הסכם רע שיסכן את ישראל, את המזרח התיכון ואת האנושות כולה. Alors, il y a un pays qui suit évidemment de très près l'évolution de ces discussions à Vienne, c'est Israël. Vous l'avez entendu à de multiples reprises. C'est l'une des préoccupations majeures du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui nous a accordé d'ailleurs aujourd'hui un entretien exclusif que vous verrez en intégralité dans un peu plus d'une heure dans le Grand Direct. Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé sur l'Iran, notamment entretien réalisé tout à l'heure à Jérusalem. En voici tout de suite un extrait. Oui, je crois que ce qui est dangereux, c'est de donner à l'Iran la possibilité et le donner un pouvoir militaire de renoncer aux sanctions avant de démanteler en fait sa capacité nucléaire. C'est ça, à mon avis, qui est dangereux. Et je crois que l'alternative à une mauvaise affaire, ce n'est pas la guerre, mais c'est de continuer les sanctions, d'en prendre des plus effectives. Et c'est ce qui aurait dû avoir lieu. Et c'est la seule chose qu'ils comprendront. Leur permettre d'avoir des milliers de centrifuges, cela n'est pas possible. C'est une erreur. Il ne faut pas les laisser continuer à construire les missiles intercontinentaux. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà des missiles. Ils ont besoin de ces missiles pour toucher la France, pour toucher l'Europe, pour toucher les États-Unis. Et ces missiles n'ont qu'une seule chose, ce sont des têtes nucléaires.
Donc, l'Iran a un programme nucléaire militaire. Ils veulent faire des bombes atomiques et ils veulent arriver à leur capacité de seuil et ils veulent que l'on élimine toutes ces sanctions. Ce n'est pas un problème uniquement pour les pays du Moyen-Orient, tout sauf les pays d'Assad, mais également c'est un danger pour l'Europe, pour les États-Unis et pour tout le monde. Ce serait une erreur grave. Ne laissez pas un pouvoir nucléaire aux mains d'un régime médiéval. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Voilà, entretien donc à voir tout à l'heure dans son intégralité, puisque d'autres sujets seront abordés. Alors, on va parler de l'Iran, évidemment, et on va tout de suite aller à Vienne pour faire un point avec nos envoyés spéciaux. C'est Mathias Inbar qui suit ces discussions sur le nucléaire iranien. Les toutes dernières informations avec lui sur place. Oui, Jean-Charles, on s'approche bien progressivement de la date fatidique 24 novembre 2013, 24 novembre 2014 et les discussions avancent. Et on a eu vent ici à Genève de rencontres intensives entre le secrétaire d'État américain John Kerry et puis son homologue allemand Steinmeier et puis avec notamment Catherine Ashton, la responsable de la délégation européenne pour ces discussions autour du nucléaire iranien. Également une rencontre prévue cet après-midi avec le prince Faisal, le ministre des Affaires étrangères saoudien. Bref, les discussions avancent, mais finalement, les mots restent les mêmes. Nous parlions à l'époque, le 24 novembre 2013, d'un accord intérimaire. Et bien là, on parle aujourd'hui d'accord provisoire, c'est-à-dire que les négociations pourraient se poursuivre de 6 mois ou se prolonger de 6 voire 12 mois, tout simplement parce que les discussions bloquent autour de 2 enjeux principaux. Tout d'abord, le degré d'enrichissement de l'uranium, mais également la levée des sanctions immédiates. C'est ce que exige Téhéran. Et pour l'instant, les 5+1, les puissances occidentales, refusent catégoriquement de lever immédiatement des sanctions et de les faire de manière progressive. Il y a un enjeu bien évidemment diplomatique, mais un enjeu économique et politique pour Téhéran, parce que depuis la levée partielle des sanctions en 2013, l'Iran a réussi à rentrer dans les caisses du pays plus de 7 milliards de dollars. Cela représente depuis 2006 plus de 40 milliards de dollars de pertes sèches pour le pouvoir à Téhéran. Et donc, du côté des journalistes ici à Téhéran avec qui j'ai pu m'entretenir, bien évidemment pas sous la caméra parce qu'ils me disent vouloir absolument avoir l'accord de Téhéran. En attendant, eux me disent qu'ils sont optimistes sur surtout l'économie de leur pays. Ils veulent que les discussions avancent. Ils ne veulent pas de confrontation. C'est finalement confrontation, c'est le maître mot qui revient du côté des leaders iraniens. Voilà donc Mathias Inbar, envoyé spécial d'I24 News à Vienne, en Autriche. Alors, Alexis Greenberg, Ali Waked, d'abord, qu'est-ce que est votre sentiment, vous qui suivez ce dossier de près, Alex Greenberg? Est-ce que vous pensez qu'on va vers un accord de dernière minute demain soir, ou est-ce que vraiment on est parti pour discuter encore longtemps, peut-être avec l'Iran? Je crois que c'est la deuxième option. On va prolonger les pourparlers. Peut-être il y aura encore un accord informel dans le cadre duquel on va discuter le détail davantage dans l'accord final si la perspective d'un accord final existe. Mais il n'y a aucune chance, je parie qu'il n'y aura aucun avancement sérieux dans ce cadre. Surtout que ce que veulent les Iraniens, la levée des sanctions, ce n'est pas possible. La levée des sanctions immédiate n'est pas possible techniquement. C'est pas seulement que les Occidentaux ne sont pas prêts ou ne veulent pas, ce n'est pas point possible techniquement. C'est un long processus bureaucratique. Ouais. Ali Waked, votre sentiment à vous ce soir là sur ce que vous avez recueilli comme information? Une première remarque, Jean-Charles, quand on parle de 5+1, moi je ne suis pas sûr qu'il y a un bloc de 5+1. Il y a au sein de ces 5+1 une divergence entre la Chine et la Russie d'un côté et les autres 4 de l'autre côté. Ça c'est un point. Deuxième point, je pense que c'est un des dossiers rares sur lesquels on peut vraiment anticiper ou deviner qu'est-ce qui va se passer
au cours de la journée demain. Les positions sont encore très éloignées. Les écarts entre les positions des deux côtés sont encore très profonds. D'un côté, les Iraniens sont déterminés de rentrer dans le club nucléaire. Et de l'autre côté, les États-Unis et ses alliés, j'ai dit exprès, les États-Unis et ses alliés, non pas les 5 plus 1, les États-Unis et ses alliés occidentaux ne veulent pas voir l'Iran au seuil du nucléaire avant que les Iraniens clarifient leur tendance. Et est-ce que les Iraniens sont prêts à accorder à la communauté internationale un laps de temps qui sera normal pour pouvoir inspecter vraiment le vrai programme nucléaire? Est-ce qu'au cours de ces quelques mois, voire 12 mois, les Iraniens donneront à la communauté internationale la capacité d'inspecter les sites nucléaires pour voir qu'il y a une réduction significative dans l'enrichissement de l'uranium, dans la production des centrifugeuses, etc. D'un côté. De l'autre côté, les Iraniens veulent vraiment voir les sanctions enlevées, ces sanctions qui pèsent sur le régime iranien, ce régime qui a été élu par la jeunesse iranienne, par le peuple iranien sur l'étiquette du changement, le changement dans l'économie. Et le meilleur moyen pour ce changement dans l'économie, c'est la réconciliation avec la communauté internationale, c'est le retour au sein de la famille internationale et par le biais de l'enlèvement des sanctions qui sont imposées et posées sur l'Iran et qui pèsent lourdement sur l'économie iranienne. Donc le champ de manœuvre des deux côtés est très réduit ce soir. Et si, bien sûr, on n'oublie pas le contexte de la tension régionale dans le contexte de la lutte anti-État islamique. Ouais. Alors justement, à votre avis, sur quoi ça bloque vraiment là? Est-ce que ce sont ces fameuses centrifugeuses très nombreuses que les Iraniens veulent garder? Est-ce que c'est le réacteur d'eau lourde d'Arak? Quel est le vrai problème, à votre avis, qui empêche finalement il y a quelques problèmes principaux. D'abord, c'est ce qu'Ali vient de mentionner. L'Iran n'est pas prêt à clarifier ce qui concerne son programme nucléaire militaire, soi-disant programme militaire. Il se refuse à coopérer avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Et la quantité, il ne s'agit pas d'enrichissement parce que l'accord prévoit que les Iraniens continuent à enrichir l'uranium. Il s'agit de la quantité que les Iraniens ne sont pas mis d'accord de réduire la quantité des centrifugeuses. Et en effet, ce que je viens de mentionner, la levée des sanctions immédiates qui n'est pas possible techniquement. Il s'agit dans le processus c'est pas seulement aux États-Unis le Congrès, c'est aussi en Europe. Il y a des compagnies internationales qui auront peur de précipiter sur le marché iranien avant qu'il ne soit sûr que toutes les sanctions sont relevées parce qu'ils ne veulent pas désigner avec les Américains. Et donc, il s'agit d'un ensemble de problèmes techniques qui ne sont pas seulement techniques, qui ne peuvent pas être résolus d'un coup. Alors, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu au niveau diplomatique, de très haut niveau à Vienne. On a vu que Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé ce soir. Il va voir John Kerry. John Kerry a vu des ministres saoudiens, français. Il y a eu beaucoup d'entretiens en tête-à-tête. Est-ce qu'on sait, finalement, s'il y a un pays aujourd'hui qui peut faire pencher la balance, qui peut avoir une influence sur l'Iran ou pas ? Normalement, dans des temps normaux, c'était la Russie, mais la Russie, elle a un compte à régler avec la communauté internationale, surtout avec l'Occident, en ce qui concerne son dossier ukrainien. C'est pour cela que je ne vois pas, dans ces circonstances, la Russie jouer le rôle de médiateur qu'elle pouvait jouer il y a un an ou il y a un peu plus d'un an. Non, il n'y a pas un pays qui peut faire pression ou qui peut être accordé le rôle de médiateur par l'Iran. Si jamais on a besoin d'inventer cet intermédiaire, ça va être sans doute la Russie, peut-être la Chine, mais plus probablement la Russie. Et on a entendu parler de cet accord récent entre la Russie et l'Iran sur la reconstruction d'un corps
sites nucléaires. Mais Jean-Charles, il faut signaler que vous avez mentionné que le ministre saoudien, le ministre des Affaires étrangères, et dans votre introduction, vous avez mentionné qu'il y a un pays qui suit ces négociations et c'est Israël, mais les Saoudiens et les pays du Golfe ont exprimé leurs soucis, même plus qu'Israël. Les Saoudiens ne disposent pas de la capacité militaire d'Israël de battre ce dossier nucléaire iranien. Et donc, si jamais cet accord laisse aux Iraniens la voie de pouvoir se doter de l'arme nucléaire dans l'avenir, c'est tout un système géopolitique nouveau qu'il faut envisager dans le Moyen-Orient. Ces négociations viennent quand l'Arabie saoudite est très inquiète du fait que la communauté internationale est restée indifférente au fait que les Yéménites Houthis, les chiites du Yémen, ont pris le pouvoir au Yémen, sont l'acteur principal sur la scène yéménite, très importante au niveau stratégique pour l'Arabie saoudite. Donc l'Arabie saoudite se sent un peu encerclée par des États ou des forces politiques satellites à l'Iran, alors que le dossier nucléaire qui peut être un game changer en anglais on dit, qui peut changer l'équilibre des forces dans la région, la communauté internationale ne le traite pas d'une façon ferme comme le voulaient les Saoudiens. Ouais. Vous avez l'impression, c'est vrai là-dessus, que les Américains ne sont pas assez fermes sur ce dossier iranien. Est-ce qu'on les sent justement trop prêts à négocier avec l'Iran ? Et oui et non. D'un côté, oui, le fait que le président Obama a envoyé sa lettre au suprême guide, veut dire, c'est évidemment les Iraniens le voient comme une preuve de faiblesse américaine, le fait que le président américain sollicite les Iraniens de signer un accord. Mais de l'autre côté, on voit que les Américains n'ont pas toujours signé l'accord à tout prix. Et donc, je crois que pour les Saoudiens aussi, pour Israël, si demain il n'y a pas d'accord, c'est une situation préférable parce qu'il vaut mieux avoir, en effet, ne pas avoir un accord qu'un mauvais accord. Et en fait, les Saoudiens sont encerclés de tous les côtés par les Iraniens. Les Iraniens, de leur côté, sentent que cette situation gagnant-gagnant parce qu'ils gagnent dans n'importe quel cas. Et s'il y a un accord, c'est bien. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est pas mal non plus parce que le Suprême Guide a prévu il y a quelques mois qu'il donne la carte blanche à la continuation des pourparlers, mais de l'autre côté, il sait qu'on ne peut pas compter sur les Américains, donc il a raison. Ouais. Et c'est un point très important, Jean-Charles, un accord qui soit mauvais par rapport à un non-accord entre l'Iran et la communauté internationale, parce qu'un accord qui laisse la place à l'analyse, qui laisse la place à l'interprétation différente d'un côté aux Iraniens et de l'autre côté aux autres membres de la communauté internationale, et qui peut être exploité par les alliés de l'Iran dans la communauté internationale, voire la Russie, la Venezuela, la Chine, etc., qui peuvent encore collaborer avec l'Iran, qui peuvent interpréter comme si c'était un feu vert pour l'enlèvement partiel ou total des sanctions contre l'Iran. On en a parlé déjà des compagnies et des firmes occidentales qui espèrent, qui souhaitent voir les sanctions levées contre l'Iran pour pouvoir avoir de l'échange et du commerce avec l'Iran. Donc c'est vrai ce que Alex vient de dire, c'est que l'Iran peut être le côté qui gagne le plus ce soir ou demain si un accord qui n'inclut pas d'une façon très claire l'arrêt de la production des centrifugeuses et la réduction claire et nette sous inspection de la communauté internationale de l'uranium. Tout autre cas laisse la place à l'interprétation et les Iraniens se sont prouvés qu'ils sont les experts les plus grands pour l'interprétation qui soit différente à la communauté de celle de la communauté internationale, mais à ne pas essayer de tirer la corde d'une façon définitive contre la communauté internationale. Alors vous parliez justement des craintes israéliennes tout à l'heure. Justement, on va essayer de résumer quelles sont justement ces craintes d'Israël avec ce sujet de Maxime Pérez. C'est l'une des rares manifestations autorisées par le régime à Téhéran. Quelques 200 personnes, des étudiants pour la plupart, réunis pour affirmer le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire. Elles brandissent des pancartes hostiles aux sanctions. Leur message s'adresse bien entendu à la communauté internationale au moment où les négociations de Vienne s'apprêtent à rendre leur verdict.
Un dénouement attendu aussi nerveusement à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a maintes fois prévenu qu'Israël ne se sentirait aucunement engagé par un accord contraire à ses intérêts. Et il l'a redit ce dimanche lors du Conseil des ministres. La position que nous présentons aux grandes puissances est inflexible. L'Iran ne peut être un État qui ait la possibilité d'accéder à la puissance nucléaire. Il n'y a aucune raison que l'Iran conserve des milliers de centrifugeuses qui peuvent lui permettre de produire des ogives nucléaires dans un laps de temps très court. Sous l'égide de la négociatrice européenne Catherine Ashton, John Kerry et Mohamed Zarif ont entamé dimanche leur 5e face-à-face depuis jeudi soir. Leur homologue russe Sergei Lavrov est lui attendu dans la soirée dans la capitale autrichienne pour tenter à son tour de débloquer les débats. Nous faisons notre maximum pour les convaincre de ne pas signer un mauvais accord avec l'Iran et nous espérons au moins pouvoir y apporter des corrections. Nous suivons les discussions actuelles avec de très sérieuses inquiétudes. L'État hébreu accentue donc plus que jamais la pression sur la communauté internationale, comme pour dire qu'en dernier recours, il maintient toujours sur la table l'option militaire. Alors, option militaire, toujours plausible ou pas? Parce que c'est vrai qu'on en a toujours parlé comme d'une possibilité, mais qui semblait s'éloigner chaque fois un peu plus. Il y a même des experts en Israël aujourd'hui qui disent, Alex Greenberg, que ce ne serait pas réaliste pour Israël de penser limiter par la force le programme nucléaire iranien. Je ne sais rien en ce qui concerne les possibilités militaires d'Israël. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, étant donné que l'option militaire américaine est complètement hors de discussion, off the table, et donc les Iraniens sont plus sûrs de manœuvrer pendant le pourparler actuel, parce qu'ils savent que Obama ne réfléchit pas sérieusement à une option militaire. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Qu'à votre avis, si les discussions continuent là, pour les Iraniens, c'est du temps de gagner et ça peut leur permettre effectivement de poursuivre encore leurs travaux nucléaires s'ils vont vers le militaire? Et ça peut aussi réduire la possibilité d'une intervention militaire de la part d'Israël ou bien évidemment des États-Unis. Nul membre de la communauté internationale peut intervenir militairement quand il y a toujours sur la table un accord provisoire, des négociations sur l'issue finale de ce dossier iranien. Et c'est ce que craignent les Israéliens, c'est ce que craignent les Saoudiens et les pays du Golfe, que l'Iran essaye encore une fois à convaincre la communauté internationale de rentrer dans un nouveau round de négociations qui ne laisse pas savoir quand est-ce qu'elles vont se terminer, et de l'autre côté arriver à arracher de la communauté internationale une levée partielle des sanctions. Mais ici, là, la position de la communauté internationale est délicate, Jean-Charles. D'un côté, l'Occident veut voir l'aile pragmatique, réformiste au sein du régime iranien se renforcer, et de l'autre côté, ne pas avoir une position ferme, peut-être interprétée, utilisée, exploitée par les Iraniens comme une faiblesse, un feu vert pour la continuation dans leur programme nucléaire. Donc le champ de manœuvre des Occidentaux est très limité, il est très délicat, et les Iraniens, même ceux qui sont hostiles au guide suprême et à ses compagnies, et ceux qui sont hostiles à la politique du régime iranien, si jamais ils voient que la totalité de la communauté internationale ne veulent pas voir l'Iran faire partie du club nucléaire, et que le régime peut dire toujours et continuer à dénier que ses buts ne sont pas d'ordre militaire mais plutôt d'ordre civil. Donc l'aile conservateur peut grouper autour de lui même les sympathisants de l'aile réformiste, même ceux qui sont contre la politique iranienne, ce qui va compliquer les chances d'un changement, d'un vrai changement en Iran. Alors les Israéliens, on s'est souvent demandé ces derniers temps si c'était leur préoccupation que ce dossier du nucléaire iranien, parce que c'est le cas du Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais ce n'est peut-être pas celui de l'homme de la rue en Israël. Eh bien écoutez justement ces quelques réactions d'Israéliens à propos de la possibilité donc d'un accord sur le nucléaire iranien. Cela pourrait remettre le programme nucléaire sur une voie plus pacifique pour éviter son utilisation à des fins nucléaires.
Je pense que cela ne doit pas être notre première préoccupation maintenant. On a des problèmes plus sérieux et plus concrets qui auront plus d'impact sur la vie des Israéliens. Les Iraniens sont en mission pour obtenir l'arme nucléaire. Et ils l'auront, à moins que quelqu'un ne les bombarde. Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran. On ne peut pas signer d'accord si on ne peut pas avoir confiance. C'est la plus grande supercherie qu'on a jamais faite à la mer. On ne veut pas leur faire confiance. Il n'y a rien à ajouter. Il vaut mieux signer un accord, sinon ça risque d'exploser. Ouais, c'est le mot exploser, n'espère pas, enfin. Alex Greenberg, il y a un congrès républicain maintenant aux États-Unis. On s'est dit que justement, il était partisan d'une position plus dure, évidemment, sur l'Iran, que ça allait peut-être changer quelque chose. Ça peut ou pas? Est-ce que le congrès peut voter peut-être des sanctions plus dures s'il n'est pas satisfait de ce qui va être décidé à Vienne? En principe, oui, mais ce n'est pas quelque chose de garanti parce que, en général, le Congrès ne s'intervient pas dans la politique extérieure, sauf dans les cas extrêmes. Et sinon, Obama peut toujours contourner le Congrès au moyen d'ordre présidentiel. Comme il l'a fait sur la loi sur l'immigration. Il peut le faire en principe. Ouais. Donc ça n'est pas une issue impossible. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que l'Iran sort gagnant là, de ce qui est en train de se passer à Vienne? Est-ce que ce sont eux finalement qui vont être les gagnants de ces discussions, même si on laissait étrangler économiquement? Non, moi je conseille tout le monde d'attendre demain soir et de voir les vrais résultats de ces négociations. Officiellement, les négociations ne sont pas encore terminées. Officiellement, les délégations sont toujours là-bas. Officiellement, les consultations se maintiennent entre les délégations et les chancelleries partout dans le monde. Mais si jamais on n'entend pas demain les 5+1 dire que les Iraniens ont refusé la main tendue de la communauté internationale et que la seule solution c'est d'alourdir les sanctions, si on ne va pas voir ça, et s'il y a un accord ou un accord non formel, l'Iran peut sortir gagnant. Mais quand on dit sortir gagnant, c'est de ce round direct de négociation, parce que sur le long terme, si les sanctions ne sont pas levées, ça va encore peser sur l'économie iranienne et ça va encore soulever des mécontentements au sein de la jeunesse et des citoyens iraniens. C'est votre avis, rapidement, quelques secondes? Oui, c'est ça. Mais juste, il faut préciser qu'on parle du régime iranien. Le peuple iranien, évidemment, il veut l'approchement avec l'Occident, la levée des sanctions, mais il s'agit du régime iranien, du guide suprême, qui décide le cours pour parler ses résultats finaux. Ouais, c'est lui qui mène la danse aujourd'hui. Et quand on parle de guide suprême, on parle des instructions divines, Jean-Charles. Ouais, donc une position toujours plus radicale. Le rationalisme n'est pas là le grand facteur. Merci beaucoup Ali Waken, merci Alex Greenberg. On rappelle que ces discussions prennent fin demain soir, théoriquement à minuit. Donc c'est la date butoir fixée pour un accord et peut-être donc la décision demain, en tout cas de prolonger ces discussions avec l'Iran sur le dossier du nucléaire iranien. Évidemment, on suit cela de très près sur i24 News et édition spéciale à tout moment si évidemment la situation diplomatique venait à évoluer du côté de Vienne en Autriche. Dans un instant, on va continuer cette édition avec probable crise politique en Israël, les élections en Tunisie, élections présidentielles. On viendra sur la page sportive également le tennis et puis entretien exclusif avec Benjamin Netanyahou qu'on vous proposera dans environ 45 minutes. Restez avec nous, à tout de suite. Ultime effort diplomatique à Vienne pour tenter de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir fixée à demain soir minuit. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé ce soir en Autriche. Il doit rencontrer John Kerry dans la soirée. Élection présidentielle en Tunisie, la première depuis le printemps arabe en 2011. Et ce soir, le parti laïque affirme que son candidat arriverait en tête, mais qu'un deuxième tour devrait être nécessaire. On en reparle dans un instant. Et puis une crise politique probablement en train de couver en Israël après un conseil des ministres houleux aujourd'hui, adoption à une courte majorité du projet de loi controversé sur l'État-nation du peuple juif. Tzipi Livni et Yair Lapid craignent de devoir quitter le gouvernement s'ils ne votent pas ce texte mercredi à la Knesset.
C'est en Tunisie que tout a commencé, vous vous en souvenez sans doute, on l'appelait alors le printemps arabe, c'était en 2011 et la Tunisie justement vote aujourd'hui pour se choisir un nouveau président. Il semblerait ce soir, d'après les premières estimations, que le candidat laïque arrive en tête, en tout cas dans les sondages sortis des urnes, mais un deuxième tour devrait être nécessaire. Leslie Rezoug. Une nouvelle étape pour sortir la Tunisie de la crise politique. Un mois après des élections parlementaires, 5,3 millions de Tunisiens élisent leur président ce dimanche. Une première depuis la révolution de 2011 qui témoigne de la transition démocratique du pays. Afin d'empêcher un retour à la dictature, la nouvelle constitution limite notamment les prérogatives du président. Au total, 27 candidats participent au scrutin, dont le président sortant, Moncef Marzouki. Il avait pris la tête de l'État fin 2011. Aujourd'hui, il tente de se poser en candidat issu de la Révolution, en opposition au grand favori du scrutin, Beji Caïd Sepsi. Ce dernier, dirigeant du parti anti-islamiste Nida Tounes et vainqueur des législatives du 26 octobre, avait servi sous Bourguiba et Ben Ali. De son côté, après son échec aux mêmes élections, le parti islamiste Ennahda ne soutient officiellement aucun candidat. Mais Rached Ghannouchi, le président du parti, s'est malgré tout félicité de la tenue des élections. Aujourd'hui, nous avons de nouveau l'histoire dans nos mains. Nous choisissons notre président et nous choisissons notre système de vie. C'est un honneur pour la Tunisie, pour nos fils et nos filles. Nous devons garder ce bénéfice afin que cela ne reste pas seulement un événement isolé. Les Tunisiens doivent savoir qu'il n'y aura plus d'injustice à partir d'aujourd'hui. Un discours qui trouve un écho parmi la population. À l'ouverture des bureaux de vote à 8 h ce matin, ils étaient déjà des centaines à se presser pour voter. Chacun trempe son index dans l'encre indélébile, une technique destinée à empêcher les votes multiples et une véritable fierté pour les Tunisiens. La liberté, c'est bien, on n'en avait pas l'habitude avant, surtout durant les élections. Moi, j'ai voté avant et que tu y ailles ou non, c'était la même chose. Cette fois-ci, ce sont des élections libres et transparentes avec une liberté totale. Tu votes pour qui tu veux, sans pression et sans pot de vin. L'instance électorale doit annoncer les résultats au plus tard dans 3 jours. Un deuxième tour aura lieu fin décembre si aucun des prétendants n'obtient la majorité absolue. Le nouveau président sera appelé à gouverner pendant 5 ans, un mandat renouvelable une fois seulement. C'est au terme d'une séance du Conseil des ministres houleuse que le projet de loi très controversé défendu par le Premier ministre Benyamin Netanyahou a été adopté aujourd'hui. Il s'agit du fameux projet de loi qui instaure l'État-nation du peuple juif comme loi fondamentale de l'État d'Israël, au-dessus donc de l'État démocratique, une loi qui a été décriée par certains comme étant susceptible de créer des discriminations au sein des minorités en Israël. Léa Berdugo. Comme un air de crise gouvernementale, le projet de loi controversé renforçant le caractère juif de l'État d'Israël vient d'être adopté par le gouvernement après de nombreuses joutes verbales. Ce dimanche, le cabinet ministériel a pris un tournant dramatique. Les voix se sont élevées contre le Premier ministre, l'accusant de vouloir un État religieux et d'entraîner la démocratie à la ruine. Lui s'en défend totalement. L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Chaque citoyen jouit d'une égalité des droits individuels, ce à quoi nous veillons. Mais seul le peuple juif bénéficie de droits nationaux. Le drapeau, l'hymne, le droit de tout juif à s'installer en Israël, ainsi que d'autres caractéristiques nationales. Celles-ci sont accordées uniquement à notre peuple, dans son seul et unique pays. Au cœur de ce texte qui met le feu aux poudres, la reconnaissance d'Israël comme un État national du peuple juif. Ce projet de loi contient également un autre point qui sème la discorde, la relégation de l'arabe de langue officielle de l'État à une langue au statut particulier. Enfin, troisième point qui a entraîné de vives contestations, le droit hébraïque serait considéré comme source d'inspiration pour la législation. Les instigateurs de ce projet se sont tout de même engagés à soutenir une version plus équilibrée du texte qui sera soumise au Parlement israélien. Toutefois, il provoque une vive opposition des députés et ministres du centre et de la gauche qui craignent que le texte ne porte atteinte à la démocratie en institutionnalisant la discrimination à l'encontre des Arabes israéliens. Mais surtout, ce projet accroît l'instabilité de la coalition gouvernementale. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, a accusé Benyamin Netanyahou de se servir de son opposition et celle du ministre des Finances Yair Lapid comme prétexte pour les exclure de la coalition.
La perspective d'élections anticipées se faisant de plus en plus pressante, Benyamin Netanyahou est accusé de part et d'autre de se servir de cette loi pour reconquérir un électorat de droite qui lui a échappé ces derniers temps. On l'a appris aujourd'hui, un jeune arabe israélien de 23 ans, originaire du nord d'Israël, a été arrêté il y a quelques semaines à l'aéroport Ben Gourion alors qu'il revenait de Syrie via la Turquie. Il serait allé combattre avec l'État islamique en Syrie. Il vient d'être inculpé officiellement aujourd'hui donc par la justice israélienne. Et puis on l'apprend également ce soir à Gaza. Le Hamas a procédé à au moins 2 tirs de missiles aujourd'hui vers la mer au moment où on apprend qu'un autre Palestinien de Gaza a été tué. C'était vendredi dernier alors qu'il se promenait dans la zone interdite à la frontière de sécurité entre Gaza et l'État d'Israël. C'est l'armée israélienne qui a tiré sur cet habitant donc de Gaza. En Cisjordanie, un village au nord de Ramallah a été le théâtre sans doute d'un nouvel acte du prix à payer. Ces actes attribués aux extrémistes juifs qui sont venus brûler donc partiellement une maison appartenant à des Palestiniens. On va retourner maintenant en direct à Jérusalem, retrouver Daniel Haïk pour évoquer donc cette crise politique qui couve et qui pourrait peut-être exploser dès mercredi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Charles. Alors, à la Knesset se tient actuellement une réunion d'urgence du parti du ministre de Yesh Atid, Yair Lapid, car aujourd'hui, donc, le vote de la loi sur l'État-nation n'a pas fait, évidemment, l'unanimité. Oui, ce vote n'a pas fait l'unanimité puisque l'ensemble des ministres du parti de Lapid, Yesh Atid, ont voté contre, ainsi que Tzipi Livni, la ministre de la Justice. Alors bien entendu, tout cela provoque une nouvelle crise, une nouvelle explosion à l'intérieur de l'échiquier politique, sur l'échiquier politique israélien. Alors, comme une célèbre boisson, tout cela a le goût d'élections, cela ressemble à des élections anticipées, mais ce n'est pas encore des élections anticipées, tout cela parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a une échéance, c'est mercredi, effectivement, la loi qui a été votée aujourd'hui en Conseil des ministres doit être soumise mercredi en première lecture, en lecture préliminaire. Et là, on verra exactement comment votent les ministres de Yesh Atid. S'ils votent à nouveau contre ce projet de loi, et Livni les suit sur ce point également, eh bien, Benyamin Netanyahou pourrait être en mesure de les limoger, ce qui donc ferait chuter d'emblée le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Mais il faut savoir qu'il y a dans l'entourage du Premier ministre des proches, des conseillers qui affirment que finalement, il y a plusieurs options pour sortir de la crise. D'abord, le report de cette loi, de ce vote en lecture préliminaire d'une semaine, le temps de calmer les esprits, d'essayer de trouver un compromis sur la rédaction précise de cette loi qui est très controversée. Donc, ou alors, et puis il faut savoir aussi, c'est que Tzipi Livni et Yair Lapid sont en position défavorable par rapport dans les sondages, et qu'il est certain que il ne devrait pas être pressé de faire chuter le gouvernement, d'autant plus qu'au sein du de l'élection, on peut le dire, l'histoire politique d'Israël a prouvé que dans le passé, eh bien, tout celui qui ait provoqué des élections anticipées est sanctionné par l'opinion publique, et cela leur sera reproché. Est-ce que le fait de voter contre cette loi est une raison suffisante pour provoquer des élections anticipées alors qu'on est en pleine période de tension, en particulier autour de cette intifada à Jérusalem? Eh bien, c'est une question qui reste encore, pour l'instant, sans réponse. On aura peut-être un élément de réponse mercredi. Merci Daniel Haïk, donc en direct de la Knesset à Jérusalem, en attendant donc ce vote qui sera sans doute décisif pour l'avenir de la coalition mercredi. Et puis je vous parlais d'un incident à la frontière entre Gaza et Israël vendredi dernier avec la mort d'un habitant de Gaza tué par l'armée israélienne. Et bien deuxième incident du même genre aujourd'hui, cette fois c'est un Palestinien de 17 ans qui a été blessé après donc s'être approché de cette frontière décrétée zone interdite depuis donc la dernière confrontation militaire entre Israël et le Hamas. En Afghanistan, l'armée américaine tient depuis ce week-end officiellement un mandat de la part de son président Barack Obama pour continuer son opération militaire. Le contingent est sérieusement réduit. Désormais, il s'agit surtout de prêter assistance à la nouvelle armée afghane qui essaie de se mettre en place face aux talibans. Maxime Pérez avec Charles Bill Blizzard. Une décision qui n'aura surpris presque personne. Le président américain Barack Obama vient d'approuver l'extension de la mission militaire en Afghanistan.
Une mesure qui devrait prolonger les combats sur le terrain, au moins une année supplémentaire. En mai dernier, Obama avait pourtant annoncé que les troupes américaines termineraient leur mission en Afghanistan d'ici la fin 2014. Nos troupes rentrent à la maison. Avant la fin de l'année, notre guerre en Afghanistan sera enfin terminée. Le contingent américain encore présent en Afghanistan compte actuellement 9800 soldats. Ces derniers seront désormais autorisés à agir contre les talibans et leurs alliés s'ils représentent une menace immédiate contre les forces américaines. La Maison-Blanche donne également son feu vert aux attaques aériennes susceptibles de soutenir les opérations de l'armée afghane. Un véritable changement de cap alors que Washington s'était fixé pour objectif la formation des troupes afghanes et la traque des dernières poches de résistance d'Al-Qaïda. Les talibans, eux, étaient à l'origine exclus des plans militaires américains pour 2015. À l'évidence, les derniers développements au Moyen-Orient sont venus changer la donne du point de vue de l'administration Obama. Pour de nombreux responsables américains, la débâcle de l'armée irakienne face aux djihadistes de l'État islamique est la conséquence d'un repli hâtif des troupes américaines d'Irak. La décision d'Obama serait aussi motivée par les bonnes relations avec le nouveau président afghan. Ashraf Ghani approuve en effet la poursuite d'une mission de combat américaine, contrairement à son prédécesseur Hamid Karzai. Enfin, la Maison-Blanche a subi de fortes pressions de la part du Pentagone pour permettre à l'armée de mener à terme sa mission. La guerre en Afghanistan en est déjà à sa 13e année, l'une des plus longues de l'histoire américaine, une guerre qui semble encore loin de se terminer. Et justement, preuve que la violence continue en Afghanistan, cet attentat particulièrement meurtrier. Aujourd'hui, un kamikaze juché sur une moto a fait irruption au beau milieu d'un match de volley-ball dans l'est du pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins 50 morts, donc parmi ceux qui participaient à cette rencontre sportive. C'est cette semaine que les Palestiniens affirment qu'ils vont demander un vote à l'ONU pour la reconnaissance de leur État en tant qu'État indépendant. La France doit également ouvrir un débat dans son Parlement avec un vote prévu le 2 décembre, toujours sur la reconnaissance de l'État palestinien. Et le président égyptien, qui joue les intermédiaires entre Palestiniens et Israéliens, propose une solution originale. Aujourd'hui, dans un entretien à un journal italien, il affirme que l'armée égyptienne pourrait s'interposer et prendre place dans un futur État palestinien le temps que soient aplanis tous les différends avec Israël. Miri Maman. Le président égyptien a accordé dimanche son premier entretien à un journal occidental et bien entendu, il s'exprimait aussi sur le conflit israélo-palestinien. Al-Sisi qui propose une intervention directe de l'Égypte. Nous sommes prêts à envoyer des forces militaires à l'intérieur d'un État palestinien. Ainsi, nous aiderons la police locale et rassurerons les Israéliens par notre rôle de garant. Un objectif, la stabilisation du tout jeune État palestinien, tout en rassurant Israël puisque ce déploiement militaire pourrait empêcher les actions terroristes, un terrorisme qui inquiète non seulement Israël mais également l'Égypte. Le gouvernement Al-Sisi mène en ce moment une guerre contre les djihadistes dans le Sinaï et combat les frères musulmans proches du Hamas. Par crainte du terrorisme, l'Égypte a fermé hermétiquement sa frontière avec la bande de Gaza. Côté palestinien, la présence de l'armée égyptienne pourrait garantir une non-ingérence israélienne dans les affaires du jeune État. Ce ne sera pas pour toujours, bien sûr, pour le temps nécessaire à rétablir la confiance. Mais d'abord doit exister un État palestinien où envoyer des troupes. Le président égyptien précise avoir exposé sa proposition au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ainsi qu'au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il ne dit pas comment elle a été reçue. Et on parle maintenant de l'Afrique avec les Nigérians, le groupe nigérian islamiste Boko Haram qui refait parler de lui avec un nouveau massacre attribué à ce groupe dans le nord-est du pays. Ce sont plusieurs dizaines de commerçants qui auraient été tués il y a quelques jours à l'arme blanche. Explication, Leslie Rezoug avec Shai Benari. Le Nigeria à nouveau dévasté. Des membres du groupe islamiste de Boko Haram ont massacré au moins 48 pêcheurs dans le nord du pays, une région particulièrement agitée. Le Nigeria a essuyé de nombreuses attaques ces dernières semaines, notamment après le rejet d'un accord de cessez-le-feu proposé par le gouvernement. Cet accord préconisait également la libération de 200 lycéennes enlevées par Boko Haram il y a quelques mois. Au lieu de quoi, le groupe poursuit son avancée sur le terrain, s'emparant de plus en plus de villes et poussant les populations à l'exil.
Selon une étude récemment publiée par l'Institut pour l'économie et la paix, le nombre de victimes du terrorisme en 2013 a augmenté de 61% par rapport à l'année précédente. En tout, il y aurait près de 18 000 morts. Une tendance largement portée à la hausse par les exactions de Boko Haram. 5 ans de lutte pour l'instauration d'un État islamiste au Nigeria, 5 ans de violence, d'écoles attaquées, de jeunes kidnappés et des milliers de morts. On s'intéresse maintenant à la situation politique en France avec cette semaine un événement important, l'élection du futur président de l'UMP, le principal parti d'opposition. Et évidemment, cela doit marquer le retour de l'ex-président Sarkozy. Retour officiel, on va en parler avec vous, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Alors, retour qui n'est pas encore totalement sûr d'être réussi, car il lui faudra quand même pour cela vaincre celui qui est annoncé comme son grand rival, l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Oui, exactement. Et la guerre est déclarée entre les deux frères ennemis. Alors, à une semaine du vote, vous l'avez dit, pour la présidence de l'UMP, à laquelle Nicolas Sarkozy est candidat, eh bien, Alain Juppé s'est allègrement fait siffler par une foule de supporters de l'ancien président. Le maire de Bordeaux, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, eh bien, a rappelé la nécessité d'une primaire pour les prochaines élections présidentielles. Mais eh bien, ce que n'ont pas du tout apprécié les supporters de Nicolas Sarkozy. Je vous propose de l'écouter. Nous comptons tous sur la nouvelle présidence pour redonner à l'UMP un nouvel élan et préparer, comme le souhaitent nos électeurs, des primaires ouvertes afin de choisir celui qui, le moment venu, nous conduira à la victoire. Vous me connaissez et je ne me laisse pas pour ma part impressionner par des mouvements de foule. Nous aurons des primaires ouvertes et je ferai tout pour que nous les organisions de façon transparente et efficace. Voilà, donc on a entendu les sifflets. Hein. Oui, exactement. Alors, je ne me laisse pas impressionner par des mouvements de foule, dit Alain Juppé. Eh bien, c'est une référence claire à l'attitude de Nicolas Sarkozy face à la foule, qu'il avait poussé la semaine dernière à déclarer sa volonté d'abroger la loi sur le mariage homosexuel si d'aventure il était réélu. Eh bien, dans l'entourage du maire de Bordeaux, on qualifie cette scène d'hier de fondatrice. Eh bien, c'est un moyen de dire que les tensions sont affichées au grand jour aujourd'hui. Alors, si Alain Juppé, lui, se permet donc ce genre de petites remarques, Nicolas Sarkozy, lui, ne tient pas du tout le même discours. Ah bah oui, alors Nicolas Sarkozy a pris le contre-pied et il a tenu à saluer en public le grand homme qu'est Alain Juppé. Ça rappelle un petit peu le meilleur d'entre nous, que disait Jacques Chirac en parlant de son ancien Premier ministre. Eh bien là, on n'est pas loin de cet éloge. Moi bien, pour notre famille politique, avoir un homme de la qualité d'Alain Juppé, c'est un atout, ce n'est pas un problème. Je l'ai toujours pensé, y compris mon cher Alain, quand nous n'avons pas été d'accord, soit dans le choix des hommes, soit sur le fond. Voilà donc pour Nicolas Sarkozy qui répondait donc à Alain Juppé. Il faut dire qu'il y a derrière tout ça, Léa Berdugo, évidemment la perspective de l'élection présidentielle de 2017. Oui, et ça n'arrange pas du tout les choses parce que effectivement le fait qu'Alain Juppé se fasse siffler dans sa ville, eh bien tombe à pic pour Nicolas Sarkozy, car si le maire de Bordeaux n'est pas candidat à la présidence de l'UMP, il est pour la primaire en vue des élections présidentielles de 2017. Et on peut d'ailleurs s'étonner du fait que Alain Juppé se fasse huer chez lui, mais au final les militants, les militants bordelais étaient très peu nombreux. Les sarkozystes présents sont venus de toutes les régions du Grand Ouest, du Pays Basque jusqu'en Grande-Bretagne. Alors pourquoi un tel accueil ? Eh bien la perspective d'une primaire n'enchante pas les partisans de Nicolas Sarkozy. Lui nie toute crainte de la compétition pourtant. Merci Léa Berdugo. La France qui a confirmé aujourd'hui que des avions bombardiers, des fameux Mirage, étaient positionnés en Jordanie pour aider donc à la lutte menée par la coalition internationale contre l'État islamique, principalement en Irak. Écoutez, ce sont des propos du Premier ministre français Manuel Valls depuis Niamey au Niger où il est en visite officielle. Il s'agit d'agir contre les groupes terroristes dans le cadre de la mission qui est celle de la force Barkhane, en lien avec les pays concernés. Nous allons déployer une base avec des avions de chasse, en l'occurrence des Mirages. Nous en avons vu 3 ce matin, ici à Niamey. Là, il s'agit de le faire en accord, bien sûr, avec les autorités jordaniennes. Les premiers éléments précurseurs
hommes et matériels sont déjà en place et certains sont encore arrivés ces dernières heures, c'est ce que j'ai voulu rappeler. Et la montée en puissance se poursuit avec l'arrivée des premiers Mirages dans les tout prochains jours. Et notre objectif est d'avoir 6 Mirages 2000 à la fin de cette année. L'actualité sportive, c'est tout de suite. Avec tout d'abord un match placé sous très haute surveillance, match de football qui a lieu ce soir en Israël. Il oppose le Bnei Sarnin, qui est le club supporté par la minorité arabe israélienne, au Beitar Jérusalem, qui est le club supporté, lui, par la droite la plus dure dans l'échiquier politique israélien. Traditionnellement, ce sont des matchs houleux et le contexte actuel faisait craindre le pire. Ce soir, il a même été question à un moment d'annuler le match. Finalement, la rencontre a lieu. En ce moment même, on va retrouver sur place, dans le stade qui porte le nom d'ailleurs de la ville de Doha au Qatar, eh bien notre envoyé spécial Maël Benoliel, bonsoir. Oui, Jean-Charles, tout à fait. C'est le match à haut risque de cette 15e journée du championnat israélien de football entre l'équipe de Bnei Sarnin, avant-dernière du championnat, et le Beitar Jérusalem, 6e du championnat avant le coup d'envoi. 750 policiers, plus de 250 stadiers, un dispositif de sécurité sans précédent pour ce match qui sent la poudre, alors que la police israélienne a longuement hésité à maintenir le match ici, au stade de Doha, l'antre de Bnei Sarnin. Ce match se joue, comme vous le savez donc, dans un contexte politique sous haute tension avec les derniers événements sécuritaires qui ont pris place notamment du côté de Jérusalem ces dernières semaines. Donc d'un côté, nous avons le Beitar, équipe phare de Jérusalem, qui est un des clubs les plus populaires en Israël, mais aussi l'un des plus contestés, à cause notamment de ses supporters, pour la plupart des nationalistes israéliens, qui ont toujours refusé, par exemple, que des joueurs arabes ou musulmans fassent partie de l'équipe. De l'autre, l'équipe de Bnei Sarnin, club basé dans la ville arabe israélienne de Sarnin, petite ville du nord d'Israël. C'est un club qui fait aussi régulièrement les titres ici de la presse sportive israélienne à cause de son identité arabe. Et notamment en 2005, lorsque le Qatar a fait un don de 10 millions de dollars pour la construction du nouveau stade. Ce stade, Jean-Charles, celui qui porte le nom de la capitale qatari, Doha. Quelques 400 supporters du Beitar Jérusalem ont fait le déplacement. Face à eux, 8000 supporters de Sarnin. Et à quelques minutes du coup d'envoi, Jean-Charles, je peux vous dire que l'ambiance est chaude, même très chaude, pour ce face-à-face aussi attendu que redouté. Voilà, et reportage à suivre dès demain, évidemment, dans nos éditions sur ce match houleux donc, entre Bnei Sarnin et le Beitar Jérusalem. Maël Benoliel qui était sur place. On accueille à présent Valérie Pérez. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. L'actualité sportive très chargée ce week-end avec le tennis et un dénouement heureux pour les Suisses, malheureux pour les Français à Lille. Oui, c'est vrai que c'est la finale de la Coupe Davis. Donc c'est vrai que c'est un match qui est, c'est pas un grand chelem, mais en tous les cas c'est un des matchs les plus attendus de l'année. Et c'est la Suisse qui remporte son premier saladier d'argent. C'est une première dans l'histoire des Suisses. Et puis surtout, Federer, qu'on a peut-être un petit peu trop vite mis à la retraite cette année, qui décroche le dernier grand titre qui lui manquait. Roger Federer, qui était fauché par l'émotion, qui s'est effondré par terre avec les larmes aux yeux dans ce stade Pierre-Mauroy flambant neuf pour accueillir l'Euro 2016 en France. Et donc, une image qui nous en rappelle une autre, celle de sa victoire en 2009 à Roland-Garros. Rappelez-vous, en larmes, celui qui est considéré comme l'un des plus grands. On va dire qu'il aime bien la terre battue française alors. Du monde, absolument. La France lui porte bonheur. Match, hein. Oui, absolument. Et bien, donc c'est le plus grand joueur de tous les temps et il a su nous faire vibrer. Il a su nous donner les émotions que seuls les grands champions peuvent nous amener. Alors est-ce qu'on sait pourquoi les Français ont flanché? Parce que quand même on les attendait peut-être un peu plus près des Suisses et là il n'y a pas eu vraiment de suspense à part mon fils vendredi. Mais... Alors Tsonga s'est beaucoup plaint du public. Il a dit que justement le public supportait beaucoup plus les Suisses que lui. Ça c'est peut-être une raison. Peut-être la fatigue aussi, peut-être le manque d'expérience. Et puis c'est vrai que là il y avait quand même un enjeu qui était très important pour la Suisse. Parce que d'abord ce titre qui manquait à Federer et puis en plus ce saladier d'argent, c'était une grande première pour la Suisse. Donc je crois que là quand on arrive en finale, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Et puis les Suisses, je crois qu'ils étaient plus morts de faim que les Français. Voilà, et donc Tsonga qui n'a pas joué aujourd'hui, c'est Gasquet qui l'a remplacé. Absolument, il était blessé. Absolument. Voilà, donc ça a peut-être joué aussi. Alors, revenons maintenant à l'autre événement sportif de cette journée, le titre de Formule 1 qui est décerné. Oui, alors c'était donc à Abu Dhabi et à la nuit tombée, c'est donc Hamilton qui a été couronné. Une magnifique course avec Hamilton deuxième qui a pris le départ. Il était vraiment collé au coude à coude par l'Allemand Rosberg. Tout allait bien jusqu'au 26e tour où Rosberg a eu un problème mécanique. Et bien, conclusion, il s'est effondré et Hamilton a savouré son deuxième titre de
champion du monde, 7 ans après sa dernière couronne, il signe ainsi sa 11e victoire de la saison en devançant les Williams de Bottas et de Massa. Ça fait exactement 41 ans depuis Stewart qu'un Britannique n'était pas 2 fois champion du monde. Bon, il va y avoir du mouvement en Formule 1 l'an prochain, on l'a vu cette semaine, il y a déjà les transferts annoncés. En tout cas, bravo à Lewis Hamilton qui a donc remporté ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Quand on parle de Formule 1, on pense évidemment à Jules Bianchi. Vous savez qu'il a été transporté à Nice. On attend vraiment de ces nouvelles, on espère qu'il ira mieux. Il y a un petit mieux en tout cas. Bon, en tout cas, il y a un petit mieux puisqu'il a pu être transféré. Effectivement, il n'était pas transportable il y a encore quelques semaines. Merci beaucoup. Je vous en prie. Valérie Pérez. On sera dans quelques minutes, vous le savez, avec un entretien exclusif que nous a accordé aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plusieurs sujets d'actualité seront abordés. Vous le voyez sur ces images. Aujourd'hui, Israël a annoncé une mesure importante qui concerne l'intégration d'immigrants juifs venus du monde entier. Désormais, reconnaissance totale des diplômes. C'est ce qui a été donc précisé aujourd'hui par le gouvernement israélien. Vous voyez ici à l'image le député des Français de l'étranger, Meir Habib, car cela concerne en priorité les Français qui sont de plus en plus nombreux à émigrer en Israël. Donc reconnaissance totale des diplômes, on en parlera et vous l'entendrez dans quelques minutes, une vingtaine de minutes avec Benjamin Netanyahou. Il parlera également de cette crise politique qui couve après l'adoption de cette loi controversée sur l'État-nation. Et puis également on parlera de l'Iran, le dossier du nucléaire qui préoccupe beaucoup l'État d'Israël et ainsi que le vote qui doit intervenir la semaine prochaine en France, vote au Parlement, vote solennel sur la reconnaissance de l'État palestinien. Là aussi, c'est un sujet de discorde entre la France et Israël. Et vous entendrez la position du Premier ministre sur ce sujet. Merci Valérie Pérez, merci à vous. Dernière information, des coups de feu auraient été tirés il y a quelques minutes sur une Jeep de l'armée israélienne à la frontière égyptienne, c'est-à-dire dans le Sinaï où il y a régulièrement des incidents liés au groupe djihadiste. Pas de blessés signalés selon les toutes premières infos. On y revient évidemment dans le courant de la soirée sur i24 News. Le débat dans un instant du Grand Direct, il sera question de terrorisme justement. Restez avec nous.